Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez particuliers, Oui, des transcriptions de conférences. Ça porte sur la schizophrénie et les troubles bipolaires. L'idée, c'est d'extraire un peu l'essentiel, quoi. exactement. C'est ça. Ces sources nous donnent un aperçu, à la fois historique, clinique, et puis même personnel en fait. Hmm, L'objectif, c'est un peu de démystifier ces troubles, souvent mal compris, en se basant vraiment sur ce qui est dit dans ces papiers. parfait. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Comment ces maladies, elles ont été définies au départ? Krépéline revient souvent. Oui, tout à fait, les sources rappellent son travail début 20e. En gros, il a fait la distinction entre ce qu'il appelait la démence précoce, Ah oui? qui est devenue notre schizophrénie, marquée par une détérioration qui commence souvent jeune, et puis le trouble bipolaire. D'accord. Là, c'est plutôt des phases de manie, de dépression, bien distinctes, souvent avec des périodes où ça va mieux entre les deux. Et pas forcément la même détérioration progressive. Voilà, c'est ça. Moins systématique, on va dire. Et le mot schizophrénie lui-même, c'est Bleuler, ça. Les sources insistaient sur le sens, non? Absolument, c'était un point important dans les conférences. Schizo, la division, et freine, l'esprit. Oui. Mais attention, ça voulait pas dire une double personnalité. Ça, c'est vraiment un cliché tenace. Alors, c'était quoi l'idée de Bleuler? C'était plutôt une dissociation, une rupture entre les pensées et les émotions. C'est fondamental et souvent mal interprété. D'accord. Au cœur de tout ça, il y a un mot qui revient, psychose. Comment c'était abordé? Alors, la psychose, c'était présenté comme un symptôme central, oui, mais pas comme une maladie en soi. Un peu comme la fièvre, en fait. Ah, l'analogie de la fièvre, oui. C'est ça. C'est un signe que quelque chose au niveau du cerveau ne fonctionne pas comme d'habitude. En gros, une perte de contact avec la réalité pendant les phases actives. La personne construit une réalité différente, en quelque sorte. Voilà. C'est un trouble cérébral, pas un choix, évidemment. Et alors, pour différencier les deux conditions au quotidien, qu'est-ce qui ressortait des symptômes décrits, pour la schizophrénie, par exemple? Bah, pour la schizophrénie, on a beaucoup parlé des symptômes dits positifs, c'est-à-dire les hallucinations, Les hallucinations? souvent auditives, d'après ce qui était dit, et vécues comme très, très réelles par le patient. Et puis les délires, Les délires, oui. Les croyances étranges? Exactement. des croyances fausses, mais auxquelles la personne adhère très fort, se sentir persécutée, avoir une mission spéciale, et aussi la désorganisation. De la pensée et du comportement. Oui, la pensée qui part un peu dans tous les sens, le discours difficile à suivre, le comportement parfois bizarre, quoi. Et à côté de ça, il y a les symptômes négatifs. Moins spectaculaires, peut-être. Moins spectaculaire, mais terriblement invalidant. Les sources insistaient là-dessus. Souvent résumés par les 4 A, mais bon, les termes techniques. Oui, allogie, aboulie. Voilà. Mais concrètement, c'est la pauvreté du discours, l'émoussement affectif. La personne semble un peu éteinte, plate émotionnellement. Le manque de motivation, l'indécision. C'est ça, l'aboulie, l'ambivalence. Et puis le retrait social, la socialité, sans oublier les déficits cognitifs. Ah oui, attention, planification. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un gros morceau aussi. Et pour le trouble bipolaire alors, Le contraste. là, ce qui dominait dans les descriptions, c'était vraiment la fluctuation de l'humeur, l'amplitude des variations. Les montagnes russes émotionnelles, en quelque Et sorte. ça, oui, C'est un peu ça, oui. Des phases maniaques, une énergie débordante, une excitation, des idées de grandeur, moins de sommeil, ou hypomaniaque, une forme un peu moins intense. mhm. Et ça alterne avec des phases dépressives, vraiment le fond du trou. Tristesse immense, fatigue, plus goût à rien, parfois des idées noires. L'affect est très variable donc, contrairement à l'émoussement qu'on peut voir dans la schizophrénie. Voilà, c'est souvent beaucoup plus fluctuant, plus coloré si on peut dire, même si c'est dans la souffrance. Et en termes de fréquence, les chiffres cités dans les conférences, Alors, on tournait autour de 1% de la population pour la schizophrénie et à peu près pareil, 1% pour le trouble bipolaire. ce qui n'est pas rien. Non. Et si on prend l'ensemble des troubles psychotiques, on arrive plutôt à 4 ou 5%. Ah oui, quand même. Oui, c'était souligné que c'est plus fréquent que le diabète de type 1 ou la maladie d'Alzheimer, par exemple, hein, pour donner un ordre de grandeur. Ça replace les choses. Et sur les causes, qu'est-ce qui était dit? Bon, là c'est complexe, hein. Les Ouais. sources soulignaient surtout une interaction Entre quoi et quoi? entre une vulnérabilité biologique, notamment génétique. Il y avait des références à des études sur les jumeaux, des différences dans la structure du cerveau, parfois observées, comme la taille des ventricules, D'accord. et puis des facteurs de stress environnementaux. C'est le modèle vulnérabilité-stress qui revenait souvent. Donc, pas une cause unique, pas de test diagnostic simple non plus. Non, pas de prise de sang ou de scan qui donne le diagnostic direct, malheureusement. C'est clinique. Et pour les traitements?
Les conférences abordaient ça en détail, j'imagine. Oui, bien sûr. L'accent était mis sur une approche combinée, et souvent au long cours. Les médicaments antipsychotiques, évidemment. La fameuse chlorpromazine, historiquement, Voilà, une découverte un peu par hasard qui a tout changé. Ils agissent souvent bloquant la dopamine. La clozapine était aussi mentionnée. pour les cas résistants. Exactement. Très efficace pour certains, mais avec des effets secondaires qui demandent une surveillance très stricte. Mais surtout, le message, c'était les médicaments, c'est pas tout. Ah, quoi d'autre alors? Ben, énormément d'insistance sur la psychoéducation. Comprendre la maladie, pour le patient et sa famille, c'est la base pour pouvoir la gérer. D'accord, logique. Ensuite, les thérapies. Cognitivo-comportementales, TCC, pour apprendre à gérer les symptômes, le stress, les thérapies pour améliorer les habilités sociales aussi, Et l'hygiène de vie? capital. Le sommeil régulier, c'était de marteler et éviter les toxiques. L'alcool, les drogues. Le cannabis, par exemple? Oui, le cannabis et d'autres drogues peuvent clairement déclencher des psychoses chez des personnes vulnérables, ou aggraver l'évolution, ou déstabiliser un trouble bipolaire. C'était un point très clair. Et le soutien? Par les pairs? Aussi, oui. Les groupes d'entraide, comme l'association Revivre, qui était citée, c'est un soutien précieux, partagé avec d'autres qui vivent des choses similaires. On sentait aussi dans les transcriptions l'impact énorme sur les familles. Les témoignages devaient être forts. Ah oui, absolument. C'était très présent. Le choc du diagnostic, d'abord. Parfois un sentiment de culpabilité, même s'il n'y a pas lieu. Le deuil des attentes aussi, peut-être. Oui, le deuil d'un certain avenir imaginé. La stigmatisation aussi, que la famille subit par ricochet. Mais ce qui ressortait aussi, c'était l'importance cruciale de la communication. Entre la famille, le patient, les soignants, Exactement. Et le soutien mutuel au sein de la famille. Le besoin d'aide pour les proches eux-mêmes, ne pas rester seul. et l'espoir quand même. Oui, l'espoir réside souvent dans l'acceptation de la maladie. Pas la résignation, mais l'acceptation pour pouvoir agir dans la gestion proactive, au quotidien. Et dans l'amour, le soutien affectif indéfectible. Bon, c'est une exploration dense, mais vraiment éclairante, je trouve. Ces sources montrent bien la complexité de ces troubles cérébraux, mais aussi toute l'importance de l'approche humaine, du soutien. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est médical, mais c'est tellement humain avant tout. Hmm. Et peut-être une réflexion finale en relisant tout ça. Les intervenants, qu'ils soient soignants, patients ou membres de la famille, ils plaidaient tous pour plus de connaissances et moins de stigmatisation. C'est vrai. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quel point est-ce que ces deux éléments, la connaissance et la déstigmatisation, ne sont pas, au fond, les outils les plus puissants qu'on ait, collectivement, pour vraiment améliorer la vie des personnes concernées et de leur entourage? Une excellente question pour finir. Ça laisse matière à réflexion, effectivement.